Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Conduite avec le concours du comité départemental olympique sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, c'est la 74e émission de Si on parlait sport et nous sommes très heureux avec Pauline Gaston-Conduite de vous accueillir pour parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Samper Connect et LG Consultant qui nous accompagnent toute l'année pour la réalisation de ces émissions. Pour cette 74e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Sarrazin, champion du monde de parachutisme et leader handicap chez Decathlon, ainsi qu'Anne Descoubès, conseillère technique régionale fédérale du comité régional sport pour tous d'Occitanie. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission. Au sommaire, prêt à sauter le pas ? Dépassons les idées reçues sur le parachutisme. Peur du vide ? Pas de vide ici, mais de l'air essentiel pour voler, s'équilibrer et piloter sous voile. Oubliez les excuses et cette histoire de deuxième saut plus effrayant. Venez en faire tous deux pour voir chaque émotion est unique, surtout en soufflerie. Quant au cliché, la mixité est au cœur du parachutisme. Mesdames, rien ne vous empêche de briller ici. Et côté sécurité, notre sport est encadré, personnel qualifié, matériel certifié, avions contrôlés et dispositifs high-tech. Rien n'est laissé au hasard. Plus qu'un sport, le parachutisme est une communauté. Rejoignez-nous et créez cette légende. Après tout, chaque expert a débuté avec un premier saut. En deuxième mi-temps, vous souhaitez pratiquer une activité sportive adaptée à vos envies et à votre rythme ? Le comité régional du sport pour tous en Occitanie est là pour vous. Membre de la Fédération française Sport pour tous, sa mission est simple, rendre le sport accessible à tous, peu importe l'âge, la condition physique ou le milieu social. Avec ses clubs et partenaires, il offre une large gamme d'activités pour promouvoir la santé, la convivialité et le bien-être, acteur clé du développement d'un sport accessible, inclusif et convivial en collaboration avec ses clubs, partenaires et comités départementaux. Il contribue à un véritable vivre ensemble où chaque personne trouve sa place dans le monde du sport. Mais avant le coup d'envoi de cette 74e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport avant match? Et oui, dans l'avant-match, les principaux résultats sportifs de la semaine avec Pauline. Oui, on va débuter avec l'athlétisme et le marathon de Toulouse où le Français Nicolas Navarro s'est imposé dimanche en 2h22.08 sur l'épreuve toulousaine, 3 mois après sa 16e place au JO de Paris. Sa compagne Floriane Hoth s'est classée première féminine en 2h44.15 et 27e au scratch. Le marathon de Toulouse a connu un vif succès avec une participation massive de 30 000 coureurs, toutes courses confondues. Et on va passer maintenant, Pauline, à la voile avec ce grand départ, le Vendée Globe. C'est parti. Des centaines de milliers de spectateurs amassés le long du chenal au Sable d'Olonne ont fêté le départ des 40 skippers engagés, dont 6 femmes, dans la course autour du monde en solitaire dimanche 13h02 précisément, sans escale et sans assistance. Les voilà partis pour la grande aventure qui devrait les ramener les plus rapides d'entre eux en Vendée dans environ 70 jours. Passons au plongeon extrême et le plongeon historique dans la cascade de Simbara au cœur des canyons du nord de l'Andalousie. Le Français Comme Girardot, plongeur extrême de seulement 22 ans, a décroché le record du monde de Dodds, c'est-à-dire le plongeon de la mort, avec un saut à 44,3 mètres, plus communément appelé le Dodds Diving du norvégien Dodds, qui signifie la mort. Cette discipline très populaire en Scandinavie et à l'esprit viking consiste à plonger d'une falaise le corps à l'horizontale et à atterrir recroquevillé, pieds et poings liés, tout en donnant l'illusion jusqu'au dernier moment que la figure va se finir par un méchant plat. Et il y avait de la natation avec championnat interclub d'Occitanie à Montauban. Et là, un invité surprise puisque avec son club toulousain, les Dauphins du TOEC, Léon Marchand s'est aligné sur les 4 courses pour les championnats interclub. C'était sa première compétition post-JO en France, après son retour d'Alsie où il a pris part à la Coupe du Monde de natation. Léon Marchand a partagé la lumière d'une compétition régionale décidément très relevée puisque la vice-championne olympique du 1500 mètres nage libre Anastasia Kipichnova, qui est également présente, tout comme le champion paralympique du 400 mètres nage libre Hugo Didier, toulousain lui aussi. Passons au surf para et les mondiaux de Huntington Beach en Californie. Pour la 2e année consécutive, l'équipe de France de parasurf a décroché le titre de championne du monde. Avec pas moins de 11 finalistes, le clan tricolore termine la semaine avec 11 921 points.
d'une courte tête devant les Américains, 11 716 points. L'Australie, 8 523 points, complète le podium avec le bronze. Et on passe au sport boule, championnat d'Europe féminin et mixte à Mersin en Turquie. La France termine à la 2e place derrière l'organisateur, la Turquie, avec 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 2 de bronze. Anaëlle Parazzuti est championne d'Europe en tir de précision et le relais mix avec Marie Groléaz et Guillaume Albelfo en tir en relais mix. Quelques mots de tennis avec le tournoi ATP 250 de Metz. À 28 ans et après une saison galère, le Français Benjamin Bonzi a remporté le premier titre de sa carrière en battant Cameron Norrie en finale du tournoi de Metz 7-6, 6-4. On passe au hockey sur glace avec les femmes. Il y avait un tournoi, le tournoi des 4 nations à Landshut. L'équipe de France féminine de hockey s'est inclinée en prolongation face à la Hongrie 4-3 pour clore une série de 3 matchs dans le cadre de ce tournoi. Les tricolores s'étaient d'abord inclinés face à l'Allemagne 4-1 avant de se relancer face à la Slovaquie 5-3 lors de la 2e rencontre. Il y avait aussi le championnat de France de division 2 entre un derby avec Montpellier et Toulouse-Blagnac, c'est-à-dire la victoire de Montpellier Vegapolis face à Belugas de Toulouse-Blagnac qui a tourné à l'avantage de Montpellier 6-2. Passons désormais au basket féminin avec la qualification pour l'Euro 2025. 2e victoire d'affilée pour les Bleus après avoir dominé une faible équipe d'Israël jeudi à Caen 94-52. L'équipe de France est imposée dimanche à Riga 82-51 face à l'équipe de Lettonie. Et basket, mais cette fois-ci masculin. Euroleague 8e journée, Villeurbanne battu par Fenerbahçe 73-77 qui subit 4e revers de suite grâce à un dernier carton renversant. Monaco, lui, a battu l'Anadolu F en Turquie 69-81 et solide victoire de Paris Basketball à domicile face au Partizan Belgrade jeudi 74-71. Et en National 1, le Stade Toulousain Basket a perdu à domicile face à Tarbes Lourdes 85-99 lors de la 11e journée et s'est également incliné 79-58 à Vitré lors de la 12e journée. Passons au handball avec l'Eurocup. 3 mois après leur élimination en quart de finale des Jeux Olympiques de Paris, les Bleus ont réussi leur entrée en dominant la Suède 37-31 mercredi dernier à Orléans pour le début de l'Eurocup. Et en volleyball maintenant, le Marmara Spike League 8e journée, Montpellier s'est largement imposé face à 7 3-0. En s'imposant 3-0 à Toulouse samedi, Tourcoing a donné la réplique à Montpellier qui avait pris la tête du championnat à la faveur de sa victoire vendredi en match avancé face à 7. Victoire également sans appel face à Narbonne 3-0 pour Tours. Et en Ligue A féminine, Saforel Power 6, 7e journée, le Canet a battu Béziers 3-7-0. Quelques mots de football féminin avec l'Arkema Première Ligue et la 7e journée, tombeuse de Montpellier 4-2 samedi dernier. Les féminines du Paris FC restent sur le podium au contact du PSG et de Lyon. Alors football masculin avec la Ligue des Champions, 4e journée avec succès logique à l'extérieur des Monégasques face à Bologne 1-0. Lille a pris un point de haute lutte à domicile contre la Juventus Turin 1-1 mardi soir. Après avoir poussé pour obtenir la victoire, le PSG a été battu en fin de rencontre par l'Atlético de Madrid 1-2. De nouveaux auteurs d'une performance convaincante, victoire 2-1 à l'extérieur. Les Brestois ont été supérieurs dans tous les secteurs au Sparta Prague. En Ligue Europa, 4e journée, Nice arrache le match nul 2-2 à domicile face à Twente. Après une fin de match folle, Lyon repart d'Offenheim avec un point à l'issue d'un résultat nul 2-2. Ligue 1, 11e journée, rien ne va plus pour Rennes, de nouveau battu par Toulouse 0-2. Toujours lanterne rouge, Montpellier a enregistré sa première victoire depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset aux dépens de Brest 3-1. En Ligue 2, 13e journée, Rodez s'est largement imposé face à Annecy 5-1. Et terminons ces résultats de la semaine avec du rugby à 15 et le test d'automne. Le 15 de France a offert un festival offensif samedi soir face au Japon 52-12 pour son premier test de l'automne. Un succès que les Bleus devront confirmer la semaine prochaine face à la Nouvelle-Zélande, un adversaire beaucoup plus redoutable qui vient d'enchaîner 2 succès significatifs contre l'Angleterre 22-24 et l'Irlande 13-23. Et en Pro D2, pour la 10e journée, Montauban s'est fait très peur face à Nice vendredi dernier 34-30. Le carton de la soirée revient à Béziers qui n'a laissé aucune chance à Dax 50-17 et Brive s'est largement imposé à domicile face à Colomiers 49-15. Merci pour ces résultats. Place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec notre invité Emmanuel Sarrazin. Et si on parlait de sport, première mi-temps.
Ouais, retour dans l'émission. Et si on parlait de sport avec notre invité Emmanuel Sarrazin, qui est champion du monde de parachutisme et leader handicap chez Decathlon. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Merci en tout cas de nous avoir rendu cette petite visite pour cette émission. On va te demander un petit peu de te présenter, de te parler un peu de ton parcours et puis de ce qui t'a amené finalement au parachutisme. Alors, le parachutisme, ça date du siècle dernier, donc 1994. Donc maintenant, je totalise 15 000 sauts. Donc j'ai été leader de l'équipe de France de vol relatif à 8 une douzaine d'années jusqu'en 2016. J'ai débuté le para via l'armée, donc j'avais 16 ans, ça me chatouillait un petit peu, et puis quand je suis arrivé dans mon régiment à 18, il y avait une zone de saut juste à côté, et j'ai testé avec des copains, et puis on se retrouve dans le ciel au-dessus du golfe du Morbihan, c'est quand même assez sympa. Puis après j'ai découvert le ciel à La Réunion, c'est pas mal, et j'ai enchaîné après avec les équipes de compétition, et puis chaque année le nombre de sauts au compteur augmenté très fortement. Alors, on sent déjà d'entrée de jeu cette passion, puisque ça vient de loin, comme tu dis, au siècle dernier. Est-ce que tu peux nous présenter, en fin de compte, ce que c'est que le parachutisme et les différentes disciplines que l'on peut pratiquer ? Un petit tour d'horizon sur cette discipline. Ouais, donc en fait, déjà le parachutisme, c'est un sport qui est reconnu Jeunesse et Sport. Donc ça reste un sport très encadré. On a deux types de disciplines. On a les disciplines en chute, d'accord ? Et les disciplines sous voile. Donc il y a deux grandes familles. En chute, on a le vol relatif, donc ça c'est ma discipline. Donc c'est des figures qu'on effectue dans le ciel en chute libre avec un vidéoman qui filme les perfs. On a après tout ce qui est free fly et freestyle, c'est beaucoup plus artistique. Et voilà. Ensuite, on a tout ce qui est sous voile, la précision d'atterrissage. Donc on voit souvent à toutes les grandes cérémonies, on voit les militaires, bien souvent c'est une discipline militaire, qui atterrissent sur une pièce au Tour de France aussi, on les voit des fois atterrir. Après, on a aussi les figures sous voile où ils sont tous accrochés. Donc là, c'est du voile contact. Et là, il y a une nouvelle discipline qui a une petite dizaine d'années, donc ce qu'on appelle le swoop, avec les voiles super performants qui arrivent très très vite. Là, c'est très très impressionnant et ça va très très vite. Donc voilà le tour d'horizon du parachutisme sportif. Alors toi, tu étais ou tu es plus ou moins encore membre de cette équipe de France. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi de faire partie de cette équipe de France ? Sachant que bien sûr, il n'y a pas les Jeux Olympiques, mais qu'il y a plein d'autres moments où il y a dû y avoir quand même la compétition, parce que dans l'âme, on aime bien aller chercher des records ou des performances. À partir du moment où on est en équipe de France de para, on cherche l'or. Il n'y a pas de deuxième, troisième, malheureusement, c'est perdre. Donc on a vraiment une grosse culture de la gagne en parachutisme, c'est-à-dire il faut gagner. Et dans ma discipline, le vol relatif, on a un trophée pour les champions du monde, donc c'est une Excalibur. Avoir son petit nom avec son équipe sur une des plaques, ça c'est pas rien, sachant que par exemple moi en vol relatif à 8, donc on a été champion du monde en 2006, la France n'avait jamais été championne du monde avant nous. Donc il y a eu pas mal d'équipes de France pendant une trentaine d'années où ils ont terminé 2e, 3e au championnat du monde, mais ils ont pas ramené l'Excalibur à la maison. Et nous en 2006, avec une équipe assez jeune, on a gagné pour la première fois et on a enchaîné sur 3 cycles. Donc 2006, 2008 et 2010 où on était les boss. Et après 2010, ça a un peu dégringolé, mais on était encore très très performants. C'était une équipe composée d'anciens militaires aussi ou pas du tout, non ? Alors pas intégralement, c'est-à-dire que moi je suis en équipe civile, c'est une équipe sportive civile, équipe nationale. Et c'est une discipline qui n'est pas énormément représentée à l'armée, c'est-à-dire que l'armée, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était la précision d'atterrissage. La discipline reine à l'armée, c'est celle-là, ce qui est assez logique. Et nous, on fait des figures en chute à plusieurs. Donc non, on était sur un groupe de 12 personnes, il y avait 3 militaires. Et donc le reste, des moniteurs civils, des chefs d'entreprise, un commissaire aux comptes. Donc on avait vraiment tous les profils dans le groupe. Et en fait, pour la petite histoire, moi j'étais en équipe de France en 2002 et on a perdu, donc on a terminé 3e. Quand je vous dis on termine 3e, c'est qu'on a perdu. Et ça faisait 4 médailles de bronze que la France ramenait. Et moi j'étais le seul à être monté en équipe A de mon groupe d'espoir, donc de l'équipe de France Espoir. Et puis j'avais toute ma bande de potes qui avaient les dents longues qui attendaient. Et après 2003, on a changé intégralement l'équipe sauf moi, donc ça va, ils m'ont gardé. Et après, je suis passé capitaine de l'équipe de France en 2004. Et voilà, après derrière, on est resté ensemble
pendant une dizaine d'années. Alors, tu peux expliquer ce que c'est que la spécialité que tu faisais, toi, particulièrement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont un peu les qualités indispensables qu'il faut pour réussir ça? Et en fait, comment on gagne un titre de champion du monde? C'est quoi la réussite dans cette épreuve? C'est long comme question. Je vais résumer. Alors, déjà, une équipe qui gagne en para, c'est une équipe qui reste soudée et ensemble le plus longtemps possible. C'est un sport de synchro. Donc en fait, les automatismes, on va se les créer avec le nombre de sauts. C'est-à-dire que si on s'amuse à avoir des remplaçants, on perd en niveau, on perd en expérience. Donc déjà, avoir un groupe très très soudé humainement, ça c'est vraiment une des priorités, elle est là. Évidemment, il y a une quantité de sauts à faire. C'est-à-dire que plus vous sautez, plus vous capitalisez de l'expérience. Donc il faut les moyens de sauter. Et après, moi, ma discipline, c'est les figures où on est en vol à plat, où on s'accroche avec les boudins, en binôme, en trinôme, et on a des figures à faire qui sont imposées. Donc en vol relatif à 8, on a 50 secondes. Donc le chrono, il part dès la sortie d'avion. Donc une des photos que je vous ai fait voir, c'est le chrono, il part de suite. Et plus on est rapide en sortie, et mieux c'est, sachant que c'est le moment où on a le moins de portance, puisque l'avion il va moins vite que nous en chute, et les appuis sont différents par rapport à la chute libre, puisqu'on a un vent, on va dire, horizontal, le vent relatif de l'avion. Donc c'est très très technique la sortie d'avion, et c'est là où bien souvent on peut se péter la figure et perdre beaucoup de points, et le challenge il est vraiment sympa en sortie d'avion en vol relatif. Ouais. C'est jugé par la vidéo? Ouais. C'est les juges au sol, comment ça se passe? En fait, que ça soit à 4 ou à 8, on a un vidéoman qui nous suit, qui fait partie intégrante de l'équipe. Donc le vidéoman ne fait pas gagner de points. Par contre, il peut en faire perdre. Donc c'est terrible comme poste. C'est-à-dire il a une caméra sur la tête, il en a même 2, et il saute pratiquement en même temps que nous. Et il a des espèces d'ailes un peu chauve-souris, parce qu'en fait, il va s'amuser avec la dépression de l'équipe. Il va se mettre au-dessus, et pour bien filmer, bien cadrer, il va se mettre juste au-dessus de nous, un peu à la verticale, donc on va lui couper le vent. Donc il a un peu plus de bâche, un peu plus de toile pour éviter de nous tomber dessus. Et donc voilà, il y a un petit coup technique à avoir, et moi j'ai toujours eu la chance, c'est-à-dire que depuis 2006, on avait des vidéomans au top du top. Donc ça c'est une grosse force. Quelles sont les qualités indispensables pour réussir dans le parachutisme? Alors, dans le para, dans la globalité, c'est quand même un sport très visuel, où beaucoup de concentration. Faut pas y aller la fleur au fusil, entre guillemets, un peu fatigué, pas concentré. Donc ça reste un sport à risque. Donc déjà ça, il faut bien le prendre en compte. Et ensuite, physiquement, en fait, il faut un peu avoir la forme, mais pas non plus être sportif de haut niveau en course à pied ou en musculation. Il faut juste être en forme pour être capable d'encaisser les journées de saut, parce qu'une journée de saut, c'est entre 10, 12, 14 sauts dans la journée. Donc toute la journée, on saute. Donc on a deux parachutes, il y a quelqu'un qui nous plie les parachutes, on enchaîne les avions. Donc en fait, il y a une condition physique par rapport à ça. Par rapport à la performance, ça reste quand même un petit plus d'être en forme, mais c'est pas ce qui fait la différence. C'est un sport très cérébral, très visuel. C'est de la synchro, c'est de la glisse, c'est de la technique. Donc c'est pas super physique, un minimum quoi. Alors actuellement, c'est quoi les projets à venir? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que tu n'es plus forcément en compétition actuellement. Alors, moi j'ai quitté l'équipe de France en 2016. Et donc après 2016, il y a eu d'autres équipes de France à 8 jusqu'en 2021. Et moi j'ai été entraîneur d'équipe amateur en fait. Donc je ne suis pas rentré dans le système fédéral, déjà parce que je n'avais pas le professorat de sport, que je n'avais pas la volonté de travailler pour la Fédé. Donc j'ai travaillé pour moi avec des compétiteurs de loisirs amateurs. Et j'amenais mes équipes au championnat de France, au championnat américain, sur des compétitions à l'étranger. Et la fédération, elle a abandonné le haut niveau en vol relatif à 8 en 2021, alors qu'au niveau international, on a toujours des compétitions. Donc ça a donné une petite porte pour les équipes amateurs de représenter la France. Donc j'ai pu amener une de mes équipes, les Mojo, une équipe à 8. J'ai pu les amener au championnat du monde en Arizona, il y a 2 ans. L'année dernière, ils étaient au championnat d'Europe en Norvège. Donc ça, c'est des aventures humaines géniales, parce qu'on a des amateurs qui sont sur leur temps de perso, c'est leurs moyens financiers, ils s'entraînent pratiquement à leurs frais, et derrière, ils ont la cerise sur le gâteau de pouvoir représenter la France sur une compète. Donc il y a une petite aide fédérale, mais elle reste quand même minime. C'est surtout 90%, c'est pour les gars de l'équipe. Donc ça fait des très très chouettes aventures humaines. Un petit conseil à donner aux gens qui t'écoutent et qui, pourquoi pas, se lanceraient dans l'aventure pour refaire du parachutisme? Alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent où est-ce que je peux aller faire un tandem? Est-ce que tu crois que je peux le faire? Est-ce que j'ai le vertige? L'être humain est capable de s'adapter à plein de choses.
Et c'est quand même dingue de pouvoir maîtriser un peu la chute libre en 6-7 minutes de vol. Donc j'ai envie de dire aux gens, allez tester peut-être en tandem, allez tester en soufflerie, allez tester avec les stages PAC, les stages de progression accompagnés en chute. Mais en tout cas, ça restera dans votre esprit et un souvenir. Je veux dire, c'est impossible de ne pas se rappeler de son premier saut. Et alors, vous êtes à la fois champion du monde de parachutisme et référent handicap pour la région Occitanie chez Decathlon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce lien entre ces activités sportives et votre mission au sein de Decathlon ? Alors, ouais, je travaille chez Decat depuis 5 ans et c'est le sport qui m'a amené à Decathlon en fait. Donc, moi, je me suis retrouvé entraîneur d'équipe amateur avec pas mal de temps libre en semaine et je me suis lancé dans le triathlon. Donc plutôt longue distance le triathlon, donc ça veut dire beaucoup de vélo, des grosses sorties vélo, et je me suis retrouvé à rouler avec plusieurs personnes de Decat qui avaient leur journée de repos le lundi ou le jeudi, et puis j'allais rouler avec, et ils m'ont dit viens tester chez Decat, pourquoi pas, tu cours, t'es sportif, t'es un ancien champion, c'est sympa. Et puis j'ai testé comme vendeur au rayon run à Portée avec une top équipe, et donc j'ai commencé par une petite base horaire que j'ai augmentée, et donc me voilà décathlonien. Et puis moi, mon parcours d'entraîneur, c'est une chose, mais en même temps je suis aussi moniteur, c'est-à-dire que je suis brevet d'état, j'ai été pilote tandem, moniteur PAC, et suite à l'équipe de France, j'ai formé les sourds avec le club Vive la Chute. Donc tous les ans, avec le club Vive la Chute, on est sur l'aérodrome des Pujols à Pamiers, et on forme les sourds de France qui ont envie de découvrir le parachutisme. Avant ça leur était fermé, et donc maintenant ils ont un accès au parachutisme. Et j'ai même formé. Je te coupe, mais pourquoi ça leur était fermé ? En fait, c'était une histoire de sécurité par rapport aux oreilles, l'altitude, la baromètre. Enfin, donc c'était fermé, c'était compliqué aussi pour les cours, les procédures de secours, les évacuations. Donc, encore une fois, en France, enfin peut-être pas en France, mais globalement, c'est d'abord non. Avant de trouver des solutions, et moi en général, quand on me dit non, je dis ouais, mais on peut faire comme ça quand même. Et en fait, ça s'est fait. Ça s'est pas fait grâce à moi, hein, le début du parachutisme sourd. Par contre, en revanche, les premiers moniteurs de vol relatif, donc avant d'être brevet d'état ou brevet professionnel, on a des initiateurs. Et les initiateurs vol relatif, je forme aussi les initiateurs. Donc je forme des cadres qui forment des débutants dans ma discipline. Et on avait formé des sourds. On leur avait fait passer le brevet, ils avaient fait de la compétition et ils avaient envie de devenir initiateurs. Donc avec le club Vive la Chute et la Fédé, on a travaillé sur un projet sportif et ils ont été initiateurs, et il y en a un qui est même passé maintenant moniteur fédéral depuis la semaine dernière, et donc ça se met en place tout doucement, mais ça s'est mis en place, et ça c'est vraiment chouette. Et donc ce côté sourd, moi j'ai pu passer un niveau A2 en langue des signes, donc voilà, j'ai un petit niveau en LSF, et quand je suis arrivé à Decat sur Toulouse, on a quand même une grosse communauté sourde, donc je leur ai dit ça serait quand même sympa de faire une sensibilisation en magasin, en LSF pour les collaborateurs, etc. Et donc je me suis aiguillé vers la mission handicap de Decathlon. Et là, la responsable France, elle m'a dit t'es qui toi c'est quoi ton parcours, d'où tu viens? Donc voilà, on a pas mal échangé. Et je me suis retrouvé référent de mon magasin. Voilà, référent handicap de mon magasin. Donc on a fait bouger les lignes dans notre magasin. Et après, je suis passé l'année d'après, donc depuis le début de l'année, je suis passé référent Occitanie. C'est-à-dire que ce que j'ai fait à Portée, essayer de dynamiser tout ça, il faut qu'on redynamise aussi notre région Occitanie sur le sujet. Et donc, depuis le début de l'année, j'ai cette mission en plus à Decathlon. Et justement, comment cette initiative en langue des signes française a-t-elle été reçue et comment elle a influencé votre mission? En fait, ayant une petite sensibilité sur la LSF et la sourdité, donc moi je suis parti là-dessus. J'ai dit voilà, c'est un milieu que je connais, une communauté que je connais, et on a créé avec la mission handicap sur Portée, on a fait un petit jeu, un petit labyrinthe sans fin, donc avec des signes et des sports à découvrir. Donc les gamins se baladaient avec un petit livret, avec une chasse au trésor, une chasse aux signes. Donc ils ont pu apprendre comment on faisait le tir à l'arc, le karaté en langue des signes, il y avait l'alphabet. Et après ça, on l'a dupliqué à un autre magasin, Escale 15. Donc Escale 15, c'est pas compliqué, je crois qu'il y a eu 200 enfants qui ont joué, et ça on l'a organisé pendant la journée mondiale de la LSF, donc fin septembre. Voilà, ça s'est passé comme ça. Là cette année on n'a pas fait parce que ça faisait déjà 2 années d'affilée qu'on le faisait, mais voilà, le projet est là, il existe, il est sympa, et ça se refera, je pense. Et en plus de vos exploits sportifs, vous avez participé à des records de vol en soufflerie pour des événements comme Famille et Sport, ainsi qu'à des courses en duo. En quoi ces expériences enrichissent-elles votre mission au sein de Decathlon? Ça renforce en fait,
alors peut-être une certaine légitimité, le fait de ne pas arriver en disant ouais je vais m'occuper de ça et puis sans avoir spécialement une sensibilité, c'est-à-dire que à partir du moment où on participe à des choses à titre privé sur des sujets comme ça, je pense que voilà on l'a en soi et c'est le genre de mission où si vous faites pas un minimum de choses comme ça, sans rien en retour, sans rien demander, je pense qu'il faut pas faire ce type de mission parce que ça prend du temps, c'est très prenant, ça prend un peu aux tripes quand on s'occupe d'handicap ou de stagiaires handi qu'on doit faire progresser. Donc c'est pas juste une petite case à cocher en fait, c'est quelque chose qu'il faut avoir envie de faire. C'est une vocation. Ouais, on pourrait dire. alors peut-être pas une vocation, parce que les vocations, ça serait vraiment à temps plein et tout le temps. Oui, mais enfin, c'est une forme de vocation. C'est-à-dire qu'il faut donner aux autres, faut l'accepter. Faut. C'est pas forcément évident pour tout le monde et c'est bien de le faire. Donc, faut pas hésiter à le dire. La vocation, c'est un peu ça. C'est de se dire, j'ai ça en moi, je vais le donner aux autres. Ouais, je comprends. Ouais. Après, il y a des gens qui ont du mal avec le handicap et on jette pas la pierre. Je veux dire, moi quand je vais dans les magasins et que j'essaye de mettre en place des choses, il y a des gens ils y arrivent pas, mais pas parce que c'est qu'ils sont pas à l'aise. Donc il y a un travail de sensibilisation avant à faire, avant de leur demander de faire quelque chose. Il faut absolument que les gens soient favorables à le faire et qu'ils aient envie de le faire en fait. Et alors en plus de la sensibilisation en langue des signes française, quelles initiatives développez-vous aujourd'hui pour promouvoir l'inclusion et l'accessibilité dans les magasins Decathlon en Occitanie ? Moi j'ai j'ai 13 magasins animés sur le sujet donc, et depuis le début de l'année. Donc ça se met en place tout doucement. Donc en fait l'un des projets pour l'Occitanie, c'est que chaque magasin a un petit projet, chaque magasin a un projet, voilà. Et dans ce projet, il doit y avoir une connotation à l'inclusion. C'est-à-dire que le responsable de la région a demandé à chaque magasin « Allez, trouvez-moi quelque chose en local pour justement pouvoir faire de l'inclusion, pouvoir sensibiliser vos collaborateurs, recevoir des jeunes handi, faire des journées découvertes, voilà, faire un peu bouger les lignes. » Donc chaque magasin a cette petite mission en local à trouver en fait. Là, il me semble que Escale 15, eux, ils vont se diriger vers une école de sourds. Le magasin de Rodez travaille avec une association d'autisme. Certains magasins commencent à travailler avec des ESAT pour avoir des gens qui les aident à monter les vélos. Donc ça se met tout doucement en place. En fait, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais voilà, dans la région, on avait un peu, pas lâché, mais on oublie vite en fait. On oublie vite de faire on oublie vite de faire de l'inclusion, on oublie vite d'aider un peu des gens en difficulté. Donc, on va ressecouer tout ça, quoi. Merci pour ton témoignage, en tout cas, qui est prenant, qui est passionnant, parce qu'on sent derrière toi, il y a la passion du parachutisme, qui est un vrai amour pour ce sport, et puis surtout pour le beau travail, le beau parcours que tu proposes. On peut te joindre quelque part si les gens ont écouté ce message et se disent, moi, ça m'intéresserait. Comment ça se passe? Ils viennent vers toi, il y a un endroit où te joindre. Comment on peut se renseigner sur ce que tu fais et où tu le fais dans ces 13 magasins? Alors, au niveau de l'handicap, tout simplement, j'allais dire mon mail, donc emmanuel.sarrazin@decathlon.com. Donc voilà, me contacter et voir si c'est possible ou pas possible. C'est pas évident parce qu'en fait, on est beaucoup sollicité quand on s'occupe de l'handicap, on est énormément sollicité et on dit énormément non ou c'est pas possible ou plus tard. Et on essaye de faire une chose à la fois et pas partir dans toutes les directions. C'est-à-dire que c'est dur, c'est dur de refuser un petit coup de main pour une assoce parce qu'il y en a plein et il y en a des chouettes. Donc il y a 13 magasins dans l'Occitanie. J'espère qu'il y aura 13 associations ou 13 propositions sympas pour Decathlon. Bon, écoute, c'est tout ce qu'on va te souhaiter. Nous, voilà, modestement, on a été contents de te donner la parole. Merci d'être venu dans cette émission pour témoigner, nous parler de ce beau sport qu'est le parachutisme et puis de ce témoignage aussi par rapport au handicap. Tu connais maintenant la formule et tu es bienvenu dans l'émission quand tu veux. Merci à vous. Et tout de suite, nous retrouvons Corinne Guayardou, éducatrice sportive GESL de Midi-Pyrénées pour la chronique Sport et Professionnalisation, qui nous parle du quotidien d'une éducatrice sportive ou d'un éducateur sportif. Et si on parlait de sport, la chronique. Et la troisième chronique sport et professionnalisation, et nous accueillons aujourd'hui Corinne Guayardou, qui est éducatrice sportive au GESL 31. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors aujourd'hui Corinne, vous allez nous parler de ce qu'est le quotidien d'un éducateur sportif. C'est ça, éducateur sportif en fitness.
en fitness. En ce qui me concerne. Alors allez-y, Mais racontez-nous un peu tout ça. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Bah, éducateur sportif, c'est s'occuper de personnes, des enfants jusqu'aux adultes, et leur faire de la gym, en ce qui me concerne. Alors moi, je ne travaille pas avec des enfants, j'ai que des adultes, mais bon, c'est pareil si vous avez C'est comme des enfants, les adultes en fait. Oui, vous croyez pas si bien dire. On les voit parfois. Donc je dois préparer, donc c'est des cours de gym. Je dois faire en fonction des publics que j'ai, si c'est des personnes plus ou moins âgées, si c'est plus jeunes, si elles ont des bobos aux genoux, au dos, etc. Je dois m'adapter à tout le monde. Et je prépare différents types de cours. Par exemple, de la gym traditionnelle, de la zumba, du stretching, de la gym douce, de la gym tonique. Tout ça en fonction du planning que j'ai dans les associations. Donc il y a 3 temps, on va dire, dans le vécu d'un animateur sportif. 3 mi-temps, on peut l'appeler comme ça. Ouais. La deuxième partie de votre travail, c'est beaucoup de préparation finalement en amont. Et lors de la deuxième mi-temps, qu'est-ce qui se passe en fait ? Alors, la deuxième mi-temps, c'est le cours en lui-même. Je dois arriver un peu à l'avance, préparer la salle, sortir les différents matériels s'il y a besoin, installer la sono s'il y a besoin. Moi, je travaille beaucoup avec des associations, donc les salles ne servent pas que à cette association-là. Donc, du coup, tout est rangé, il faut tout ressortir avant le cours. Accueillir les gens, surtout en début d'année, leur dire que tout va bien se passer, se présenter et faire le cours en lui-même. Donc, présenter les exercices, présenter les différentes possibilités, si c'est trop dur, pas assez dur. Je vous propose un exercice plus simple, plus difficile. Ensuite, corriger, bien sûr, pour qu'ils fassent leurs exercices correctement. Et même faire les exercices avec eux, selon les cours. Puis en fait, ils aiment bien ça, qu'on fasse les exercices avec eux. Ils se disent, si elle y arrive, je vais y arriver, c'est ça. Ouais. Mais même des fois, moi, si c'est un peu difficile, moi, j'y arrive pas. Qui c'est qui arrive ? Et voilà, comme ça met un peu de challenge. Donc en fait, c'est vraiment un travail aussi d'accompagnement. Il faut être bienveillant, on va dire. D'animation, de motivation aussi. Ouais. Donc, alors, c'est beaucoup de préparation. Donc en amont, on l'a vu. Ça demande aussi beaucoup d'énergie et de concentration. Alors la fameuse 3e mi-temps, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, parce que ça n'a rien à voir avec le rugby, j'imagine. Pas du tout. Pas du tout. Non, la 3e mi-temps, en ce qui me concerne, c'est tout ranger, la salle, terminer le cours, donner les infos éventuellement des associations ou de la salle pour ceux qui travaillent dans les salles, les infos à venir, il va y avoir une assemblée générale, moi parfois je demande est-ce que ça vous va ce cours ? Est-ce que s'il y a des choses que vous voulez faire, demandez, je verrai en fonction, je m'adapterai. Discuter avec les gens parce qu'il y en a qui viennent me voir en me racontant leur vie, en fait aussi. Mais voilà, c'est très sympathique. Et voilà, donc ranger la salle, faire éventuellement un bilan. Ce que j'ai fait là, c'était un peu trop dur, pas trop dur, pour m'adapter pour la fois d'après. Donc finalement, c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Au-delà de ces 3 mi-temps, est-ce qu'il y a d'autres facettes de votre quotidien dans ce métier d'éducateur sportif ? Oui, donc moi je dois gérer mon planning parce que je me déplace dans plusieurs associations. Gérer les déplacements, éventuellement faire des formations supplémentaires pour me perfectionner ou bien pour avoir de nouvelles activités. Grosso modo, c'est la grosse partie après. Ça fait longtemps que vous êtes lancé dans ce métier ? Oui, depuis 1999, donc ça commence à faire 25 ans. C'est une vraie passion en fait. Oui, c'est très intéressant. Parce que si on n'est pas passionné de ce que j'entends là, il manque quelque chose, sinon c'est pas faisable. Oui, alors moi la façon dont je le vois, je ne veux pas travailler sans que ce soit convivial, sans m'amuser moi aussi. Sinon je m'embêterais et je vois pas l'intérêt. C'est important de le dire ça aussi, il faut quand même de la passion, c'est un métier bien évidemment, oui. On veut en vivre bien évidemment, mais s'il n'y a pas le petit plus, aimer les gens finalement, les accompagner, les aider, il va manquer quelque chose. Oui, puis en face de nous, les gens sont très sympathiques aussi. Hein. Si on le fait dans la convivialité, si on plaisante, on raconte des bêtises, ils sont très contents aussi. Finalement, c'est un métier vraiment passionnant pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient se lancer là-dedans. Un dernier message à leur livrer aux auditeurs qui s'interrogent, peut-être plus jeunes que vous, mais qui sont à la recherche d'un métier. Oui, moi je leur conseille d'aller essayer des cours en salle, en association ou des cours collectifs ou de la muscu, voir si ça leur plaît déjà à eux. Et ensuite, oui, pour se lancer, il faut bosser et préparer son concours d'entrée quand il y a un concours d'entrée au CREPS et bosser. Et après, tout se passe bien normalement. Merci beaucoup Corinne pour ce témoignage passionnant. On a une meilleure idée maintenant de ce que signifie être éducateur ou éducatrice sportive et avec les différents multiples aspects de ce métier. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup. Et à bientôt.
Au revoir. Au revoir. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec notre invitée Anne Descoubès. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Jeudi 28 novembre, et si on dialoguait sport ? Retrouvons-nous à Dialogue Sport pour un grand débat sur des thématiques sportives essentielles. Environnement, inclusion, formation, sport, entreprise et santé, et un bilan des Jeux olympiques et paralympiques. Toutes les informations sur sportivité.fr. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Anne Descoubès qui est conseillère technique régionale fédérale du comité régional pour tous d'Occitanie. Bonjour Anne. Bonjour, merci de me recevoir. Donc moi c'est Anne Descoubès. Descoubès, c'est vrai qu'il y a l'accent du Sud qu'on n'a pas dit. Donc voilà, ma collègue qui parle avec l'accent du Sud le dira mieux que moi, hein Pauline. On a bien noté, c'est Descoubès. Voilà. Anne, on est très heureux de vous accueillir. Et déjà pour commencer, on va vous demander de vous présenter un petit peu pour nos auditeurs qui sachent un peu à qui ils ont affaire et nous parler un peu de votre parcours et personnel et professionnel en tant que sportive aussi. Ça serait sympa de nous éclairer un petit peu sur la personne qui va nous apporter plein d'informations sur le sport universitaire. Ok, donc moi je suis du Sud-Ouest, donc plus particulièrement native de Biarritz. Donc je suis Anne Descoubès, je suis aujourd'hui conseillère technique au comité régional sport pour tous donc de l'Occitanie. Mais au départ j'étais sportive judoka de haut niveau puisque j'étais 3 fois championne de France de judo. J'étais même championne du monde en sambo, c'est un mélange de lutte et de judo. Donc ça date dans les années entre les années 90-2000. Et après je suis partie en Guyane. Donc je suis restée 20 ans en Guyane où j'étais conseillère technique régionale de la Fédération Sport pour tous. Et je suis arrivée à Montpellier donc pour prendre le poste de conseillère technique il y a 2 ans. Maintenant, ça fait à peu près 2 ans. Voilà. C'est un petit changement entre la Guyane et Montpellier quand même, à part la mer qui est pas loin, ça fait un petit changement quand même. La mer, le soleil, plein de choses à découvrir sur la région Occitanie, donc c'est chouette. Bon, écoutez, super. Alors voilà, est-ce que déjà maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qu'est ce comité régional du sport pour tous en Occitanie, à quoi il sert et qu'est-ce que c'est exactement ? Ok, bien sûr. Donc le comité sport pour tous Occitanie, c'est vraiment un acteur de référence dans le monde du sport et du loisir. Notre mission, c'est de rendre la pratique physique et sportive accessible au plus grand nombre, que ce soit des petits, des grands, des seniors, des personnes valides en situation de handicap, dans les quartiers, dans les maisons de retraite. On intervient même en prison. Donc vraiment, l'objectif, c'est vraiment le mieux-être de tous, avec une pratique variée et adaptée. Dans notre réseau, en gros, c'est plus de 150 activités sportives de loisirs différentes qui passent par des activités de remise en forme, d'entretien, d'expression, des jeux sportifs, des jeux de ballon, des jeux de raquettes, des sports de combat, des activités énergétiques, des activités de pleine nature. Donc en gros, le sport pour tous, c'est tous les sports, partout et pour tous les publics, dans une pratique de loisirs, donc non compétitive, mais dans une dimension éducative, sociale et citoyenne. Alors, on a un petit peu abordé dans ce que vous avez dit là, mais les missions spécifiques du comité, quelles sont-elles ? Alors, dans l'émission, il y a 5 grandes missions en fait. Une grande mission, c'est de promouvoir l'intérêt de la pratique
sportive. Donc il y a un véritable enjeu sociétal de pratiquer du sport. Il y a un deuxième axe qui est d'accompagner les clubs et les comités qui sont fédérés à notre comité. Il y a un troisième axe qui est de la formation, qui est former les animateurs à notre axe de développement sur les orientations qu'on donne. Donc là, dans les prochaines années, ça sera la santé, puisque c'est au cœur de la création de notre fédération. Le développement de la pratique jeune, puisqu'aujourd'hui, on est plutôt dans une pratique féminine, adulte, senior, et aussi un enjeu autour de l'éco-responsabilité. Donc on a 3 axes qu'on souhaite se développer pour la prochaine Olympiade, puisque nous on a fait notre élection de nos nouveaux dirigeants au mois d'avril. Vous faites pas les Jeux Olympiques pourtant. Non, mais comme toutes les fédérations, on est calqué sur les années olympiques, à part qu'on a fait les élections avant les Jeux. Voilà. D'accord. Et alors les valeurs de votre comité semblent jouer un rôle central. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors dans les valeurs, effectivement, donc le sport pour tous, c'est vraiment plus que du sport, c'est une autre idée de la performance qui est plus tournée vers une performance humaine, relationnelle, où le sport c'est un outil pour le mieux-être de tous. Et dans nos valeurs, on y retrouve la convivialité, l'accessibilité, la diversité, l'expertise, la prévention et la solidarité. Et c'est vraiment ce qui guide toutes nos actions. C'est vraiment ce qui nous fait, dans notre objectif, c'est vraiment de faire vivre un sport qui va au-delà de la performance sportive et qui rassemble et qui intègre tout en valorisant l'individualité de chacun. Donc c'est du sport pour le plaisir, pour la santé et pour l'inclusion. Et au-delà de ces valeurs, nous, dans notre fonctionnement interne, on s'appuie sur les accords Toltec, des accords Toltec qui permettent d'intégrer un climat de respect, de confiance, de compréhension et qui réduit en gros les conflits, qui encourage la communication sincère et positive. On est une équipe technique ou bénévole, on est des humains, on fait des erreurs, on fait tout le temps des erreurs, ça peut être sur les emplois du temps, ça peut être peu importe, et on est ok sur ça. En fait, on est aussi une équipe et l'objectif c'est vraiment de trouver ensemble des solutions pour mettre en place toutes nos actions. Et alors, quels sont les principaux objectifs du comité pour les années à venir ? Alors dans les prochains objectifs, déjà on a mis comme fil vert à l'horizon 2030 de s'engager dans une pratique sportive plus éco-responsable. Ça c'est vraiment notre fil vert jusqu'à 2030. Donc que ce soit dans nos activités, nos formations, nos événements, notre fonctionnement général, en s'appuyant notamment sur 10 principes, les 10 principes des éco-games qui ont été conçus par l'association Sport Vert pour ma planète. Et dans nos principaux objectifs, ça va être d'être plus visible pour accueillir de nouveaux clubs et de nouveaux publics, parce que même si on est en référence, peu de personnes nous connaissent. Et par contre, quand on nous connaît, parce qu'on découvre souvent la fédération par hasard, mais quand on connaît cette fédération, après on y reste par conviction, parce que vraiment on est sur des engagements forts. Donc voilà, donc les objectifs c'est être plus visible, mieux accompagner nos clubs et comités en ayant une meilleure connaissance de nos structures et développer la pratique sportive pour les jeunes, notamment par la formation des animateurs. Donc en fait, plus audible aussi, parce que voir c'est bien, audible c'est bien de venir à la radio pour en parler et de faire passer le message. Aujourd'hui on sait que beaucoup de gens regardent de moins en moins, ont moins le temps de lire, mais par contre ils sont beaucoup plus à l'écoute, donc c'est l'occasion aussi de faire passer le message qu'on fait en ce moment avec vous. Quels sont le type d'activités que vous proposez au comité pour peut-être attirer plus des gens, leur expliquer ce que vous faites concrètement comme activité que vous avez à leur proposer? Alors nous en tant que comité, on fédère plusieurs associations et donc là c'est les associations sportives qui proposent eux des activités sportives pour tous, que ce soit comme je vous ai dit toutes ces activités gymniques, tout ce qui est de pleine nature, tout ce qui est jeux sportifs, jeux collectifs. Nous en tant que comité régional on a plus en charge tout ce qui est formation des animateurs, organisation d'événements sportifs, regroupement des structures pour les aider à se développer, regroupement d'experts et mise en place de tout ce qui est programme sport santé, programme sport éducation, activités pour intervenir dans les entreprises, dans les établissements scolaires. Donc nous on est plus dans la structuration, communication et formation des équipes. Donc pour ça, par exemple, nous il y a la semaine dernière, pendant 15 jours, on a fait ce qu'on appelle le Road Tour. C'est un événement itinérant qui traverse différents départements d'Occitanie où on a proposé des journées d'animation, de sensibilisation à l'intérêt de la pratique sportive
à donner envie de venir pratiquer, tester son état de forme et après faire le lien avec les clubs et partenaires qu'on a à proximité. Et après, l'axe fort pour nous, c'est en tant qu'organisme de formation, donc on est certifié Calliope. On met en place chaque année des formations qualifiantes, comme le certificat de qualification professionnel animateur de loisirs sportifs. En gros, c'est une formation en alternance de 4 à 6 mois qui va permettre de travailler ensuite contre une rémunération dans un encadrement d'activités multisport de loisirs. Et donc, c'est le premier niveau de diplôme qui permet d'animer dans le champ du sport. Et donc, c'est un véritable tremplin pour soit pour des jeunes qui veulent devenir animateurs, soit dans le cadre de reconversion, parce qu'on a beaucoup de personnes qui veulent animer quelques heures par semaine dans les structures associatives. Donc, ils passent par ce CQP-là. Justement, quelles sont les actions menées pour le sport loisir ? J'avais lu qu'il y avait un certain nombre d'actions comme la marche nordique, la full dance, tout un tas de propositions qui sont faites concrètement. Vous dispatchez, on va dire, une formation, mais vous renseignez, vous orientez les personnes vers justement vos comités, vos partenaires, les fédés qui vous aident ou les clubs qui vous aident ? Voilà, c'est ça. En général, sur les activités de la découverte de loisirs sportifs, on travaille beaucoup avec notre réseau, avec d'autres réseaux, et on recense en fait tous les animateurs qui font des activités sportives de loisirs. Tous nos clubs sont identifiés, que ce soit sur la plateforme fédérale, sur la plateforme régionale, et notre objectif c'est d'orienter en fonction des envies, des besoins des personnes. Notamment, on a pour des personnes qui ont des pathologies, on a des clubs qui sont chartés sport santé bien-être, donc qui sont identifiés par les collectivités, qui sont identifiés dans notre annuaire, ce qui nous permet de vraiment orienter les personnes qui recherchent une activité près de chez eux, au mieux dans les clubs dans lesquels on sait qu'il y a un encadrement de qualité et qualifié. Alors, vous avez commencé à en parler en début d'interview. Le comité mène aussi des actions en faveur de la santé. Est-ce que vous pouvez nous en parler, et notamment des différents programmes que vous mettez en place? Oui, en fait, c'est la santé, c'est un axe central pour nous, parce que c'est à l'origine de la création de la fédération qui était alors appelée, avant elle était appelée EPMM, entraînement physique dans le monde moderne, qui avait cette vision du sport qui place la santé au cœur de sa mission par de la prévention, de l'accompagnement des populations dans une approche inclusive et bienveillante. Et donc nous on est vraiment dans une vraie démarche sport santé, c'est-à-dire visible, qui est reconnue puisqu'on s'appuie sur des programmes sont reconnus scientifiquement, avec notamment des programmes de reconditionnement sur 3 mois qui sont orientés soit pour des publics spécifiques comme des personnes diabétiques, comme les seniors. On a des gros problèmes de chute pour les seniors, des personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, ou pour des enfants en surpoids et obèses. On a des programmes spécifiques de 3 mois où on fait des tests avant programme, après programme, qui nous permet d'évaluer leurs conditions physiques avant et après programme. On a de la pratique sportive et ce qu'on appelle des capsules santé liées à leurs problématiques. Notamment, par exemple pour les seniors, on a des 12 ateliers sur la prévention des chutes, que ce soit sur l'aménagement du domicile, le choix des chaussures, l'alimentation, enfin voilà, comment renforcer les membres, les jambes pour qu'ils restent en équilibre. Donc voilà, c'est dans notre comité, vraiment l'idée c'est d'utiliser le sport comme outil de prévention et de bien-être. Et encore une fois, dans l'axe formation, donc on forme des animateurs qui vont pouvoir accueillir ces personnes-là, et justement on commence une formation là à Montauban sur une formation en alternance encore entre novembre et avril sur faire de l'activité physique sur prescription médicale. Donc là aujourd'hui, on utilise le sport comme biomédicament. Les médecins prescrivent de l'activité sportive et nous on forme des animateurs qui vont utiliser donc la prescription médicale pour mettre en place des programmes spécifiques pour les personnes. Alors, vous venez parler de sport loisir, de sport santé. Vous menez aussi des actions dans le cadre du sport socio-éducatif pour les publics éloignés. Quelles sont ces actions ? Voilà, effectivement, le sport socio-éducatif, c'est un engagement pour les jeunes et pour l'inclusion. Ça va être un axe qui va être un nouvel axe de développement pour nous, dans lequel on va collaborer avec les établissements scolaires et même les universités pour proposer des activités qui vont au-delà du sport, donc comme des ateliers sur la santé mentale, l'éco-anxiété, des stages de secourisme ou de l'éco-sport, puisque c'est vraiment pour rester dans notre fil vert.
Et donc par rapport à ça, et grâce au dispositif Tremplin de Jeunes, nos clubs vont pouvoir avoir un soutien financier de la Fédération française Sport pour tous pour vraiment développer la pratique sportive en extérieur pour les jeunes, avec un engagement des jeunes dans les clubs. Pour le comité, donc ça c'est vraiment une nouvelle orientation pour notre comité, c'est aussi de lancer des journées d'immersion dans le métier d'animateur sportif au travers d'un événement, de l'événement itinérant en retour pour devenir cet animateur sportif de demain qui aura donc pour objectif de développer, de rendre de plus en plus accessible la pratique sportive et d'être sensible à cette question environnementale. Vous disiez tout à l'heure aussi qu'il y avait plus de femmes que d'hommes qui participaient aux actions de Sport pour tous. Ça s'explique comment ? Ça s'explique, on a beaucoup d'activités gymniques en fait, et donc c'est pour ça qu'on aimerait bien aussi ouvrir à des activités plus sport nature, jeux sportifs pour accueillir un public plus masculin et aussi développer des partenariats avec les écoles pour accueillir un public plus jeune. Voilà. D'accord, un dernier mot pour les personnes qui souhaiteraient finalement vous rejoindre le comité, rejoindre Sport pour tous. Comment on peut les encourager à vous rejoindre ? Eh ben alors si les personnes qui écoutent, vous êtes passionnés par le sport, que vous voulez contribuer à un projet qui fait la différence, qui œuvre pour un sport plus humain, plus éco-responsable et plus inclusif, je vous invite à rejoindre le comité régional Sport pour tous, que ce soit comme bénévole, partenaire ou participant. Il y a de la place pour tout le monde au sein du comité Sport pour tous, et c'est vraiment ensemble que on fait vivre le sport pour tous pour un avenir plus solidaire et plus responsable. Alors, où est-ce qu'on peut vous joindre ? Comment on peut venir vers vous ? Quelles sont les informations qu'on peut donner ? Un site, un téléphone ? Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Alors, comme site, vous proposez le site de la fédération sur lequel vous pourrez rejoindre tous les comités régionaux et tous les clubs fédérés. Donc, le site www.sport avec un S à la fin de sport pour tous.org. Un mail cr.occitanie comme comité régional.occitanie @sport avec un S pour tous.org. Et 2 numéros de téléphone, donc un téléphone fixe, le 04 67 82 16 79 et un numéro de portable, donc le mien, 06 95 03 39 64. Bon, si vous êtes inondé d'appels, c'est pas de notre faute, hein, ça aura marché. Merci beaucoup. Un grand merci pour toutes ces informations et cet entretien. Bonne continuation pour l'ensemble de vos initiatives. Nous vous souhaitons un franc succès dans la poursuite de vos projets. Vous êtes la bienvenue dans l'émission quand vous le souhaitez. Merci beaucoup. Je retiens l'invitation et j'essaierai de faire venir d'autres collègues chez vous à la Beige. C'est la fin du match. Tout de suite, l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport ? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match et de cette 74e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif. Pauline. Oui, du 10 au 17 novembre du tennis avec le Masters ATP finale à Turin en Italie. Et mardi 12 novembre, basket Euroleague avec Monaco Étoile Rouge de Belgrade et Olympiakos Asvel. Le mercredi 13 novembre, du basket avec l'Euroleague et Paris va affronter Zalgiris Kaunas. Jeudi 14 novembre, basket à nouveau Euroleague avec l'Asvel qui reçoit cette fois-ci l'Étoile Rouge de Belgrade et Vitoria va jouer à Monaco. Football Ligue des Nations avec le fameux match France-Israël. Le vendredi 15 novembre, du basket avec l'Euroleague, FC Barcelone affrontera Paris. Et en National 1 masculin, le Stade Toulousain Basketball jouera à domicile contre Angers. En handball pour la Liquiim Molly Star League, Toulouse se déplacera à Istres, Montpellier recevra Cesson Rennes et Chartres jouera à domicile contre Nîmes. Du 15 au 17 novembre avec un patinage artistique avec le Grand Prix de Finlande à Helsinki. Moto, la finale de la saison 2024 de Moto GP, Grand Prix de Barcelone avec un final éblouissant à attendre. Le samedi 16 novembre, du rugby avec le test match d'automne. La France affrontera la Nouvelle-Zélande. En cyclocross, le Super Prestige à Merckx en Belgique. En football, 7e tour Coupe de France. Colomiers affrontera Vierzon pour la N3. Angoulême affrontera Rodez. Et en volley pour la Marmara Spike League, 7 jouera à domicile contre Saint-Nazaire. Le Plessis-Robinson recevra Montpellier. Poitiers recevra Toulouse. Narbonne jouera à domicile face à Chaumont. Et en championnat de France 2e division, les Belugas de Toulouse-Blagnac affronteront Clermont-Ferrand.
Oui, ça c'est du hockey sur glace. Et dimanche 17 novembre, basket à nouveau avec la Boulangère Wonder League, 6e journée. Latte Montpellier contre Bourges. Et en ski alpin, Coupe du Monde slalom homme à Lévis. C'est le début de la saison de ski à suivre. Info spéciale Tour de France 2025. La 112e édition du Tour de France 2025 se déroulera du 5 au 27 juillet 2025. Elle s'élancera de Lille pour 3 semaines intenses où le peloton visitera notamment Mur de Bretagne, Hautacam, le Mont Ventoux et le col de Loz. 3 premières étapes dans les Hauts-de-France avant une longue traversée vers le sud qui fera passer le peloton en Bretagne et en Auvergne. Nous allons désormais vous faire part de l'édito de Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. Sur un air de retrouvailles, le Tour a le sens du voyage et très souvent l'honneur d'être invité là où la passion du cyclisme l'appelle. Les Danois, les Espagnols puis les Italiens ont ouvert leurs bras et offert leur route aux coureurs lors du grand départ des 3 dernières éditions, pour des séjours émotionnellement et sportivement marquants. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors, dit la chanson, sans préciser que cette qualité essentielle conditionne une autre de leurs caractéristiques. Les ch'tis sont fous de vélo. Voilà pourquoi nous donnons rendez-vous à Lille pour lancer le Tour de France 2025, dont le parcours est intégralement tracé à l'intérieur des frontières françaises. Et nous relevons le défi de préparer aux cyclistes, loin des pics et des crêtes, un terrain propice à des coups de force dès la première semaine. Il faudra s'y attendre à Boulogne-sur-Mer, mais aussi en traversant la Normandie à Rouen et à Vire-Normandie, puis en Bretagne, avec une double ascension de la côte de Mur de Bretagne qui fait toujours des étincelles. Parce que Bernard Hinault reste le dernier vainqueur du Tour il y a 40 ans. Parce qu'il sera l'heure de célébrer la triplette de victoires bouclée en 1955 par Louison Bobet. Parce que Bernard Thévenet a été, il y a 50 ans, le tombeur d'Eddy Merckx, l'année de la création du maillot à pois et du classement des jeunes. Nous avons aussi souhaité adresser des clins d'œil à ces bâtisseurs de la grande histoire du cyclisme. Honorer Anquetil à Rouen au 4e jour de course. Rendre visite au Blaireau à Iffignac dans la 7e étape. Penser à Bobet au départ de Saint-Ménéen-le-Grand le lendemain. Le ton de l'hommage sera ici de rigueur, mais c'est sur le registre de l'action que la mémoire de leurs exploits sera, nous l'espérons, convoquée par les champions. La première étape de montagne se présentera le 14 juillet et se déploiera dans la chaîne des Puys jusqu'à l'arrivée au Mont d'Or. Et le passage du Massif central aux Pyrénées haussera encore le niveau d'exigence avec une étape à Hautacam, un chrono en côte jusqu'à l'altiport de Péragude et un retour à Luchon-Super-Bagnères. Ce jour-là, les mêmes routes seront empruntées que pendant le Tour 1986 pour l'un des plus fameux épisodes du duel Hinault-Lemon. À 2, ou pourquoi pas davantage, la lutte pour le maillot jaune pourrait aussi changer d'allure pour les retrouvailles avec le Mont Ventoux. 12 ans après la dernière arrivée jugée au pied de l'Observatoire, le verdict du Mont Chauve ne sera que provisoire, au regard des 2 redoutables étapes alpestres qui clôtureront les débats. Il faudra cette fois-ci se hisser au col de la Lauze, en passant par Courchevel, pour terminer une 18e étape à 5500 mètres de dénivelé positif, tandis que les grimpeurs abattront leur dernier kart le lendemain entre Albertville et La Plagne. Enfin, Paris se prépare aussi à fêter comme il se doit les 50 ans de la première arrivée sur les Champs-Élysées. Et au programme de la semaine prochaine, à la découverte des Pyrénées avec le comité de ski Pyrénées-Occitanie, de la Méditerranée au sommet des Hautes-Pyrénées. Le comité de ski Pyrénées-Occitanie regroupe 31 stations sur plus de 300 km, offrant du ski alpin, du ski nordique et des espaces pour le freestyle. Depuis 2017, de nouvelles stations phares des Hautes-Pyrénées comme la Mongie, Barèges, Tourmalet, Cotteret et Luzardiden ont rejoint le comité. Avec près de 10 000 licenciés et plus de 90 clubs, le comité se place au 4e rang national et propose des activités encadrées pour tous, du loisir à la compétition. Un riche programme de compétition chaque saison. Le comité organise des épreuves de tout niveau jusqu'aux étapes de Coupe du Monde à Font-Romeu et Péragude. Grâce à un partenariat avec la Fédération andorrane de ski, les compétiteurs des 2 pays peuvent s'affronter sur des événements communs, enrichissant encore le calendrier. Alors, prêt pour une saison pleine de ski et d'émotions dans les Pyrénées ? Rendez-vous la semaine prochaine. Et en deuxième mi-temps, prêt ou prête à décoller pour un voyage entre ciel et terre. Découvrez une discipline aérienne sans moteur où l'humain et la nature ne font qu'un. En vol libre, on s'élève dans les airs grâce aux forces naturelles comme le vent et les courants d'air ascendants.
C'est une expérience unique pour les adeptes de parapente, deltaplane, cerf-volant et kite qui partagent un même objectif, une liberté inégalée et une harmonie totale avec la nature. Le vol libre, c'est bien plus qu'un sport, c'est une aventure sensorielle qui demande maîtrise, compréhension des conditions météorologiques et gestion de l'équipement pour une sécurité optimale. Les pratiquants puisent dans les courants thermiques pour se maintenir en l'air, parcourant de longues distances et admirant des paysages spectaculaires. Ce sport est une bouffée de sérénité, offrant des bienfaits physiques et mentaux incomparables et renforce le lien avec l'environnement, incitant à protéger les sites naturels. Et ça, c'est la semaine prochaine. Merci à Emmanuel Sarrazin et Yann Descoubès pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport ? C'est la 74e émission de Et si on parlait de sport ? Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport ? Un grand merci aussi à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Samper Connect et LG Consultant pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Samper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de l'émission, pour ton aide précieuse à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à toi Laurent, merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine. La semaine prochaine.